juste pour introduire un petit peu cette table ronde, on va, et ça je m'adresse encore une fois au public, vous allez pouvoir répondre à une question, un mini-sondage, encore une fois via Klaxoon, mais pendant cette table ronde, on aura la réponse à cette question. Un Français sur 3, c'est ce qu'on sait, ignore apparemment l'existence d'un régime spécifique CatNat. Est-ce que vous êtes surpris par ce chiffre? Alors il y a 2 réponses possibles. Oui, je pensais que plus connaîtrait son existence. Deuxième option, non. Alors nous aurons les réponses, comme je le disais, à ce sondage au cours de ce débat. Mais d'abord, pour introduire cette table ronde, regardons ensemble, si vous le voulez bien, ce petit film, cette vidéo qui va permettre de poser en quelque sorte le décor avec un rappel de chiffres clés. On regarde ensemble. Voilà, c'est bien d'avoir ces chiffres clés en tête, même si évidemment ici beaucoup d'experts sont présents. Michel Lepetit, on va démarrer par vous. Je rappelle qu'il s'agit donc d'une table ronde, donc la petite règle du jeu, c'est un débat, un échange, mais évidemment je vais vous laisser à chacun les quelques minutes introductives au départ. Michel Lepetit, vous êtes le vice-président de Shift Project. Peut-être le plus simple d'abord, c'est de nous rappeler à tous, ou de rappeler à tous, ce qu'est Shift Project, peut-être pour démarrer. Michel Lepetit. Bonjour à tous et merci aux dirigeants de la CCR de nous inviter, nous la société civile comme on dit, même si on est un peu spéciaux, puisque Shift Project a été créé il y a une quinzaine d'années par Jean-Marc et par moi. On crée un think tank très orienté décarbonation, puisque moi j'accompagne Jean-Marc depuis 25 ans sur le sujet du climat, et on le crée en se disant on va se battre pour faire prendre conscience et se mettre dans le combat autour du sujet énergie-climat. Voilà, donc c'est fondamentalement tourné vers les entreprises, et depuis maintenant quelques années, on a nos 25 000 shifters que vous connaissez sans doute, il y en a un paquet qui sont dans vos sociétés, des shifters qui nous accompagnent. Là, c'est la partie des personnes physiques. On est sur tous les sujets. On a été longtemps, on a inspiré notamment des travaux qui ont pu conduire à la création du SGPE, qu'évoquait Antoine tout à l'heure, très tourné vers la décarbonation. Et depuis 2 ans, on est fondamentalement, on est lancé dans la partie risque physique. J'expliquerai pourquoi. Et notamment avec des shifters qui nous accompagnent sur ce sujet. Donc j'invite tous les shifters ou les non-shifters à nous accompagner. On a une douzaine maintenant à travailler sur ce sujet, risque physique climatique. Très bien. Alors, si on en revient au thème de cette table ronde, plus 4 degrés, est-ce que c'est jouable? Je vous pose directement la question, alors que déjà dans d'autres pays, on peut constater qu'il y a des assureurs qui quittent les marchés. Alors d'abord, en préambule, peut-être mettre le petit transparent en préambule,
J'aurais voulu qu'on parle du PNAC. Voilà, donc le PNAC est... Voilà, on va en parler. On va pas en parler puisqu'il n'y a plus de PNAC. Donc PNAC est, voilà, il est repoussé. Voilà. On n'a plus d'hommes politiques autour de nous, enfin de femmes politiques. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui et c'est un peu tragique. Donc moi je proposais une première mesure gouvernementale, de l'exécutif, c'est qu'il bloque, il bloque le taux de CO2 dans l'atmosphère pendant quelques mois, le temps qu'on sorte le PNAC. Et une deuxième mesure, c'est qu'on a vu que le problème climatique disparaissait au moment des élections. Donc je propose une réforme constitutionnelle, c'est qu'on puisse dissoudre l'Assemblée tous les 3 mois. Comme ça, on aurait un débat politique permanent qui ferait qu'il n'y aura plus de problème climatique en France. Plus sérieusement, on a un sujet grave qui nous atteint, c'est que c'est une différence d'analyse par rapport à ce que j'ai pu voir dans les rapports, soit la mission intergouvernementale, soit les rapports sénatoriaux. C'est la vision qu'on a de la crise mondiale de l'assurabilité. Et on est là-dessus depuis 2 ans, notamment quand on a découvert que des réassureurs quittaient le marché de la réassurance il y a 2 ans aux États-Unis sur le sujet climatique. Et donc le premier point, c'est qu'on a un diagnostic qu'il faudrait qu'on partage, qui n'est pas encore partagé. Enfin, vous avez peut-être vu des rapports qui s'accumulent pour dire que cette polycrise qu'on a connue en 2022 a fait quitter les assureurs privés de l'assurance. Alors, flambée des prix, retrait d'une partie de l'assurance, grosse rétention du côté des assureurs privés, et c'est partout, c'est mondial. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai en Australie, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai en Europe. C'est moins vrai chez nous parce qu'on est protégé par notre système. Mais première chose, on a effectivement une crise grave avec une discipline maintenant des acteurs. Vous avez sans doute vu le rapport de AM Best qui est sorti récemment sur la réassurance mondiale. Voilà, ils se portent très très bien nos réassureurs, mais ils prennent beaucoup moins de risques. Donc le risque maintenant est chez les assureurs. Ça pose question sur le premier volet. Alors, juste, je vais compléter là-dessus, puisque donc, un monde à 4 degrés est-il assurable? Ça n'a aucun sens. Voilà, je suis désolé, je connais un peu les gens qui ont dit cette phrase-là. C'est un titre un peu provocateur. Voilà, c'est une phrase qui... La question, c'est est-ce qu'un monde à 1,5 degré est réassurable? En ce moment, il devient très difficilement réassurable. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait quand, à 1,5 degré, on a une crise dont certains m'ont dit il y a quelques mois, non, mais c'est cyclique, ça va revenir, c'est Katrina, on a connu ça, on est des vieux de la vieille, moi je suis un vieux de la vieille aussi. Et donc, je pense qu'on a une crise qui est beaucoup plus profonde que ça. Pour l'instant, ça fait 2 ans que ça dure. Et tout le monde me dit, non, mais le marché il est discipliné maintenant, donc les réassureurs ne reviendront pas, donc le risque est chez les assureurs. Voilà, donc on a transféré les risques aux assureurs, et partout dans le monde, les prix de l'assurance sur l'automobile et sur l'habitat flambent. Voilà, on est à 10, 12, 15%, voire plus dans pas mal de pays. Ça pose une question de mutualisation, très très claire. Quand on regarde les rapports de Solvac, nous on avait analysé, on va faire bientôt un premier observatoire du risque climatique aux assureurs français, on regardera quelques assureurs étrangers, mais on a un vrai problème de mutualisation et on le voit bien quand on regarde les différents types d'assureurs qu'on a en France, entre les mutualistes, les banques assureurs et les grands internationaux, c'est pas du tout la même réaction. Et c'est intéressant de regarder à la fois les chiffres dans les QRT, mais c'est aussi intéressant de regarder le narratif. Parce que les narratifs parlent beaucoup. Et le narratif, bien sûr, renforce ce que je viens de vous dire sur la crise qui est peut-être structurelle. Lisez la revue Risque qui est sortie en dimanche, en décembre de 2023, la revue Risque. On sent qu'il y a quand même un sentiment d'inquiétude très très forte sur le fait que cette crise de la réassurance est pérenne sur le climat. Donc un problème grave de mutualisation. Je pense que ça va poser un problème à l'EIOPA et aux superviseurs. Qu'est-ce qu'on fait quand un assureur mal mutualisé par la réassurance mondiale tombe en Europe? Voilà, donc scénario qu'il faudrait qu'on envisage. D'ailleurs, j'aimerais bien en discuter avec l'EIOPA, si l'EIOPA veut bien discuter avec la société civile et pas uniquement avec les assureurs et les réassureurs. Deuxième question, c'est la prévention qui a été évoquée très bien par Thierry. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite sur la prévention. On n'a pas trop l'habitude, on l'a pas trop fait, donc il faut changer de modèle. Voilà, il faut que l'assurance dans le monde entier, s'il veut se préparer à un monde à 4 degrés, j'espère qu'on ne sera pas à 4 degrés, hein, donc dans un monde déjà à 3 degrés ou à 2 degrés les brouettes, comment on fait pour faire de la prévention et qu'on arrête de faire juste du baratin? Nous, on avait dit à la mission, il y a un sujet, enfin, quand on a vu la mission, on a eu ce débat sur le price walking, vous connaissez la pratique qu'on a dans notre système assurantiel de dommages, qui est antinomique avec ce qu'il faut faire. Comment on fait pour vraiment avoir de la fidélisation des clients et avoir une vision de long terme? On a parlé c'était bien de tirer à parler de l'assurance enfin, tout ce qui est la partie branche longue de l'assurance, on n'en a pas beaucoup. On a des contrats des contrats à court terme, pardon. On peut se contenter juste de monter les prix, ça se fait un peu partout dans le monde et on va le faire en France. On ne veut pas que ça. Nous, on a dit très clairement à la mission, si c'est juste pour augmenter les prix, il faut le faire, et là, il faut le faire. C'est nul. Alors maintenant qu'on a le PNAC qui est à l'eau, je suis un peu inquiet, parce que le deuxième volet qui a été évoqué par Thierry, je ne sais pas où il va. Deuxième chose il faut être sérieux, ça a été dit par Thierry, sur le RGA, on a un problème systémique grave. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour le RGA pour être plus sérieux en termes de normes, en termes de contrôle? Donc nous, on a essayé d'engager une discussion avec la fédération professionnelle.
c'est pas un niveau pour l'instant. Il n'y a pas la prise de conscience. Là, c'est très bien transparent et on a l'impression dans la salle tout le monde est au courant. Mais c'est pas du tout ça la réalité. La réalité, c'est qu'on a un monde, même de l'entreprise, qui est pas assez mobilisé par rapport à ce qu'on va vivre. Alors c'est facile de vous dire ça, c'est 25 ans sur le sujet. On me riait au nez il y a 25 ans quand je fais toute ma carrière dans la finance. Quand dans la finance, je parlais du changement climatique. Ah, Michel, t'es un écolo. Là, je leur dis la même chose. Sur le risque physique, ça va monter, ça va être énorme. Regardez un peu à l'international. Et justement, vous êtes assureur, vous êtes une fenêtre d'observation sur le monde. Donc on le voit plus que tout le monde, tous les autres. C'est nous, assureurs, qui voyons ce risque monter. Les points d'interrogation que je voulais citer, j'aurai pas trop le temps, mais bon, il y aura pas de. Enfin, sur la PNAC, il est prévu par ce fameux rapport de la mission environnementale qu'on fasse un zonage. Bon courage pour les zonages. C'est-à-dire que l'histoire des zonages, elle est compliquée. Et je crois que politiquement, c'est ingérable. Enfin, c'est très compliqué à gérer. Vous touchez des millions, des dizaines de millions de Français dans leur bien le plus important, qui est leur bien immobilier. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, peut-être que c'est possible, mais peut-être qu'une des pistes, ça serait à travers le sujet de TPE-PME. Nous, nos gènes, nos shifts, c'est les entreprises. On a été fait par les entreprises, pour accompagner le tissu économique, pour pas baisser les bras, pour pas faire du catastrophisme, et faire en sorte que tous ensemble, les entreprises se mobilisent. Il y a des gagnants, il y a des perdants, mais qu'on se mobilise comme acteurs économiques. Je pense que les TPE-PME sont pour l'instant les oubliés de tous les débats qu'on a autour du dérèglement climatique. Voilà. Donc on voudrait bien au shift mobiliser les entreprises, notamment parce qu'il y a une des raisons, c'est que dans les entreprises, il y a moins d'acteurs dans l'assurance. On peut faire de l'expérimentation. On peut peut-être plus facilement faire de la prévention. Peut-être qu'on peut faire du zonage aussi pour les entreprises. En tout cas, qu'on les mobilise. Pour l'instant, je n'ai pas vu les représentants des entreprises être encore tout à fait, là aussi, à niveau de ce qu'on va vivre et de ce qu'il faudrait faire. Et puis, un grand sujet qu'on va faire, donc on va faire un premier volet analyse des RSSF de l'assurance française, hein, pour montrer ce qui se passe. On fera un volet assez rapidement sur la partie analyse des banques, puisque les banques regardent depuis 2 ans maintenant leur risque physique. Donc on fera une analyse pour regarder ce qu'elles font, notamment sur le crédit immobilier, puisque c'est dans le crédit immobilier que la chose va se manifester. La première, je pense que c'est un premier volet, et au-delà du crédit immobilier, c'est tout le marché immobilier, bien sûr, qui n'est pour l'instant pas du tout impacté, hein, qui va être impacté inéluctablement d'ici 5 à 10 ans. Ça va se passer un peu partout. Et quand on regarde bien, pour ceux qui sont intéressés, regardez mieux la situation en Floride. Il y a des papiers qui sont sortis récemment sur la situation en Floride. On voit bien pourquoi, en Floride, pour l'instant, on a réussi à masquer l'impact du dérèglement climatique sur le prix de l'immobilier, sur le marché immobilier. Donc pour conclure, nous, ce qu'on voudrait, c'est une... Les rapports sont bien, les rapports de la mission environnementale ou les rapports du Sénat, les différents rapports du Sénat sont bien, mais ça manque d'ambition. Voilà. On pense au shift que la France doit être un leader mondial sur ces sujets-là. Pour le secteur assurantiel, quand je vois l'intelligence collective qu'il y a dans la salle, ou des gens qui écoutent, on doit être fiers de notre assurance. On a beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise, on a nos experts, on a nos agents généraux, on a des banquiers qui sont remarquables. On a tout ce qu'il faut, on a des grands techniciens, des grands ingénieurs, on a tout ce qu'il faut pour faire de ce sujet-là un grand sujet pour la France. En plus, on a cette problématique de la diversité géographique qui fait qu'on va être touché dans tous les créneaux du dérèglement climatique, différence qu'on a avec d'autres pays. Donc soyons très très forts. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on a des acteurs qui sont, contrairement à ce qui a pu être dit d'ailleurs, qui sont très 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 divisés. C'est pas à vous, je vais l'apprendre. Notre secteur assurantiel est très divisé. Vous recommandez la coopération. Il faut, et tout le monde, je vois bien que l'EIOPA, la CPR, tout le monde nous demande de coopérer. Donc il faut qu'on change totalement. Et donc, la CCR peut être un des éléments. Il y a le CEREMA, le CCR. Les institutions publiques peuvent être là pour faciliter. Moi, je pense que le shift, on peut essayer de mettre notre pierre à l'édifice pour faciliter cette coopération qui n'est pas du tout naturelle dans notre secteur. C'est quand même symptomatique. Je suis désolé pour Florence qui va s'exprimer tout à l'heure, symptomatique que notre fédération n'ait même pas pu s'exprimer sur le rapport de la mission intergouvernementale. C'est même plus triste que ça, puisque même les mutualistes ne se sont pas exprimés collectivement sur ce rapport. Ça en dit long sur notre situation. On ne peut pas en rester là. Il faut qu'on réapprenne à coopérer. Il faut qu'en Europe, on crée une direction de la coopération, pas une direction de la concurrence. Il y en a marre de la direction de la concurrence. Faisons une direction de la coopération. Il y a un monstre qui est dans la pièce, c'est le dérèglement climatique. Qu'est-ce qu'on fait collectivement, intelligemment, tous ensemble? Merci beaucoup. Évidemment, vous allez pouvoir reprendre la parole. Coopération, prévention. Et puis, vous avez mis l'accent, on l'a bien noté, notamment sur l'aspect PME. Hein, et bien entendu, vous allez pouvoir en reparler. Pascal Chaplon, je me tourne vers vous. Vous êtes le président de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance, AGA. Rappelons, je pense qu'on va démarrer comme ça, que la moitié des dommages en France, mais vous le savez tous, est aujourd'hui liée au changement climatique. Raisonnablement, est-ce qu'on peut maintenir l'assurabilité, hein? On parle de tempête, d'inondation, sécheresse, et je pourrais aggraver les choses, mais bon, on a eu l'énergie et la passion. Vous avez quelle tonalité, je dirais? Alors,
Je pense qu'aujourd'hui, les agents généraux sont ceux qui sont au contact de nos concitoyens. Et pourquoi on a souhaité prendre la parole dans ce dossier du dérèglement climatique? Nous ne sommes pas fabricants de contrats, nous ne sommes pas concepteurs de contrats. Par contre, nous avons aujourd'hui la capacité de rapporter la voix du terrain. Et à l'heure actuelle, notre problématique, effectivement, Thierry l'a dit tout à l'heure, je pense qu'on est face à un problème sociétal. La première des choses, c'est que nos concitoyens soient à même de pouvoir comprendre et connaître le risque. Et sur ce point-là, on est très, 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 très loin. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, quand un assureur conçoit un contrat, il y a des garanties de dommages directs, il y a des garanties qui sont dépendantes de fonds de catastrophes naturelles. Demandez aujourd'hui un kidam dans la rue, qu'est-ce qui relève des catastrophes naturelles, qu'est-ce qui relève de son contrat en dommages directs? La réponse, elle est impossible à avoir. Pardon de vous interrompre, qui doit faire ce travail de pédagogie à vos yeux? Aujourd'hui, c'est ce que je fais moi au quotidien quand je rencontre mes clients. Et c'est à ce titre-là que nous souhaitons que les agents généraux soient acteurs des solutions potentielles ou de la co-construction de solutions potentielles sur le sujet du dérèglement climatique. On a travaillé avec Thierry sur un certain nombre de réflexions que l'on a partagées. Aujourd'hui, bien sûr que la volonté, c'est de se dire qu'il faut qu'on maintienne une offre assurantielle à l'échelle du territoire français. Ça, on enfonce des portes ouvertes, mais ça reste quand même un sujet aujourd'hui qui est loin d'être évident parce que on a des zones surexposées, on a des zones difficiles d'accès, on a des zones compliquées en matière assurantielle, mais en tout état de cause, il faut qu'on soit le plus motivé possible pour arriver à garder cette offre assurantielle, tant sur l'assurance de particulier que sur le risque d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Donc il n'y a pas de priorité, c'est la prévention collective et la prévention individuelle. Pour vous, aujourd'hui, il faut parler de l'assurance dommage. L'assurance dommage, elle relève du risque de particulier, elle relève aussi du risque professionnel. Et au gros du roi, il n'y a pas que des résidences principales, il y a aussi des entreprises, il y a des centres commerciaux, il y a des immeubles, et il faut qu'on puisse pérenniser cette offre également à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première partie, c'est de dire... On essaie de protéger l'assurabilité. Bien sûr, ça passe par la mutualisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les compagnies sortent du marché et qu'on essaie de les accompagner pour qu'elles puissent rester sur ce marché. Le deuxième sujet, c'est qu'à un moment donné, quand il y a sinistre, il faut que ce sinistre, on soit capable de le réparer dans des conditions intelligentes. Et peut-être que là, il faut aussi remettre en cause des réflexes que l'on peut avoir. Très souvent, quand on va intervenir sur une maison d'habitation, le premier réflexe de l'expert, ça va être de proposer des micropieux. Les micropieux, aujourd'hui, c'est peut-être pas la solution. Et il faut voir qu'on est peut-être à même de réfléchir à d'autres sujets. On a entrepris, au niveau de la fédération, des réflexions très ouvertes avec les fédérations de sociétés d'expertise, parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'avoir des réponses un peu stéréotypées dans les modes de réparation des biens, en disant, voilà, la sécheresse, c'est micropieux. C'est idiot. Parce que dans un grand nombre de cas, ça ne correspondra pas. Moi, j'ai dans mon cabinet, par exemple, un exemple où on a une maison qui a été endommagée il y a 5 ans. On a investi des micropieux pour une somme relativement importante. Nouvel arrêté sécheresse l'année dernière, la maison est à nouveau fissurée. Ça veut dire que la réparation n'a pas été correcte. Donc vous recommandez de travailler sur des solutions plus durables? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des solutions verticales, on peut imaginer des solutions horizontales, on n'entrera pas dans le débat, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire. Et en tout état de cause, à un moment donné, quand la réparation va dépasser la valeur vénale du bien, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on soit aussi cohérent dans cette approche. Donc, on a cette nécessité de travailler sur la partie réparation. On doit aussi se poser la question du bilan carbone de la réparation. Parce qu'on parle de... C'est quelque chose que vous faites déjà ou pas? Alors c'est quelque chose que l'on a réussi à faire aux experts. Les experts ont aujourd'hui développé des outils pour faire le bilan carbone ou la projection du bilan carbone des réparations. Et on souhaite que ça se vulgarise et ça se généralise. Et puis le dernier point, effectivement, où on a une capacité de valeur ajoutée, c'est la prévention. Parce qu'on est au plus proche de nos clients, on est capable de leur expliquer ce qui peut se passer. Moi, il m'est arrivé de faire couper des arbres à un client dans sa propriété pour lui dire, si tu veux qu'on continue à être intelligemment assuré, il faut arrêter que tes arbres pompent la flotte, tirent les fondations, et puis qu'il se passe des trucs qui vont être désagréables à l'avenir. Donc sur ces points-là, on peut aujourd'hui arriver à avoir une action commune. Mais encore une fois, la prévention telle qu'elle est imaginée dans notre pays, elle est imaginée plutôt à travers des modes collectifs, le fonds Barnier. Il faut aujourd'hui impérativement mettre en place un outil de prévention individuelle. Alors, la complexité, c'est le bâti, parce qu'effectivement, les maisons qui sont construites, faire de la prévention, ça sera peut-être un peu compliqué, même s'il y a des choses relativement simples qui peuvent être encouragées. Par contre, sur la construction nouvelle,
Pour moi, je pense que là, il faut avoir des exigences très fortes. Il n'est pas normal qu'on ait une étude de sol minimaliste aujourd'hui dans la délivrance d'un permis de construire. Il faut aller beaucoup plus loin sur l'étude de sol. Il faut proposer un outil réellement d'analyse de façon à pouvoir dimensionner des fondations, de pouvoir adapter la construction. Ça, je pense que c'est des choses qui sont obligatoires. La dommage ouvrage est impérative aussi, et je pense que ça, il faut être capable aujourd'hui de la contrôler. Tout ceci reposera sur, à mon avis, un outil qui est peut-être effectivement mal perçu par les assureurs. Vous l'avez évoqué, c'est un sujet cartographique. Mais pour moi, je pense que le sujet cartographique des risques, il est indispensable aujourd'hui. Sachant qu'on a déjà de nombreux éléments qui ne sont pas, à mon avis, ni rassemblés, ni mutualisés. Je pense que cette cartographie, elle peut être assez facile à conduire. CCR est parfaitement en phase sur ces éléments. On peut travailler avec des données. Il n'est pas question d'aller battre en brèche la liberté de concurrence, de prix des assureurs. Oublions tout ça. On est sur la notion de cartographie du risque aujourd'hui. On a fait une expérience, nous, dans notre fédération. On a pris une adresse de risque, on a interrogé 4 compagnies, j'ai 4 réponses différentes pour des motifs d'exclusion de risque différentes. C'est pas normal. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire cette zone elle est soumise à inondation, ah non, cette zone elle est soumise à retrait gonflement d'argile, ah non, cette zone elle est en vague submersion. C'est pas possible. Il faut qu'on soit capable de cartographier aujourd'hui les risques de façon à avoir un socle de travail un peu plus cohérent que ce qu'on a aujourd'hui, et des outils, on en a un grand nombre. Le BRGM peut nous apporter, CCR peut nous apporter. Je pense qu'on est capable aujourd'hui d'avoir une approche qui nous permettrait d'avoir une vision à l'échelle du territoire français et des territoires d'outre-mer. Ne les oublions pas, parce que là, ce sont des sujets beaucoup plus compliqués. On n'a pas parlé du trait de côte, mais le trait de côte est un risque qui n'est plus un risque assurable, puisque c'est un risque certain. Comment on va gérer les problématiques liées au trait de côte? Le trait de côte aujourd'hui, l'effondrement du littoral, c'est pas une fable. On sait que ça va arriver, on ne sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. Donc risque qui n'est plus dans les aléas. À partir de là, comment on gère? Mais c'est un sujet qui sera peut-être traité différemment. Merci beaucoup pour ces premiers propos. Je vais donner la parole dans un instant à Charles Dumartinet. Monsieur Le Petit, est-ce que vous vous retrouvez au fond un petit peu, et comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit, par exemple sur la proposition d'outils qui est un peu nouveau, sur le fait d'avoir une vision notamment sur des solutions plus durables? Je pense le sujet du zonage est un sujet politique majeur avec un P majuscule. Ça touche des dizaines de millions de Français qui ont leur maison, ou des professionnels qui ont leur fonds de commerce dans tel ou tel endroit. Qu'est-ce qu'on fait? Juste pour information, le FNIH américain, là, le Fonds public américain sur les inondations, la cartographie n'a pas pu changer depuis 1960. Ça pose des graves problèmes pour le système assurantiel américain d'ailleurs, parce que c'est complètement dérisoire. Il y a plein de zones qui ont été inondées depuis et qui n'étaient pas dans la carte. Mais retoucher une carte, c'est un sujet qu'on n'a pas pu aborder, mais qu'il faudrait qu'on ait un débat public énorme. Comment on fait pour faire cette cartographie sans que ça pose des problèmes de recours au tribunal administratif, de classe action et autres? Parce que ça touche, encore une fois, vous passez de la zone rouge à la zone orange à la zone rouge, votre bien, il perd 100 000 €. Forcément que vous réagissez. Enfin, c'est tout simple. Hein. Alors, Charles Dumartinet, vous allez avoir la parole. J'en profite encore une fois pour que vous puissiez répondre à la petite question du sondage. Et puis déjà, vous pouvez, à travers Klaxoon, poser évidemment vos questions, parce que j'imagine ce qui a été dit déjà va susciter des interrogations et des questions ou des réflexions. Donc n'hésitez pas, Klaxoon, allez-y. Charles Dumartinet, vous êtes directeur modélisation et actuariat CCR. On vient de parler justement de cartographie, ça c'est quelque chose que vous connaissez vraiment plus que bien. CCR, on le sait, et c'est un modèle unique, très performant. Vous, j'ai envie de vous demander, avec vos chiffres, vos études, vos projections, est-ce que vous estimez qu'on est en train tout simplement de changer de modèle? On a vu les chiffres dans le petit film tout à l'heure. Est-ce qu'on change de dimension? Et vu aussi les recommandations du rapport Langrenay dont on a fait état tout à l'heure. Très bien. Alors effectivement, au sein de CCR, nous sommes à la fois lucides et confiants. Lucide, parce que CCR, effectivement, est aux avant-postes de l'observation des conséquences du changement climatique. Je renvoie vers le rapport qu'on a édité encore l'an passé. Donc on connaît effectivement les perspectives, au moins dans les 25 prochaines années, qu'on soit sur du RCP 4.5 ou 8.5, on sait que le rythme va s'accélérer avec effectivement plus d'incertitudes à compter de 2050. Lucide également, ça a été évoqué, quand on regarde effectivement ce qui se passe à l'international, et notamment outre-Atlantique, on voit que l'accélération des fréquences des intensités fait qu'on cumule effectivement les mégafeux, les ouragans. Et que dès lors que nous avons un ou deux assureurs qui se retirent d'un territoire,
eh bien, ça a pour conséquence d'entraîner de nouveaux retraits. Et donc, du coup, c'est toute l'assurabilité de certains territoires qui est en question. On pense naturellement à la Floride et à la Californie. Toutefois, et c'est un point qui est pour nous important, c'est que nous sommes confiants. Alors, 2 raisons principales en fait à cette confiance. Premièrement, c'est que ces conséquences en fait financières du changement climatique ont été anticipées de longue date côté CCR. En effet, nous sommes prêts, nous avons aujourd'hui des moyens, nous avons l'expertise, nous avons les modèles, les données, les cartographies qui ont été évoquées, qui sont essentielles. Et CCR est prête en fait à accompagner, à conseiller le marché pour faire cette transition. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes bien équipés et au bon endroit pour pouvoir délivrer nos services. Et puis confiant également dans la capacité du marché à faire face à ce choc. En effet, nous, réassureurs, assureurs, on a dans notre ADN du risque des fondamentaux techniques. Et ces fondamentaux, il va vraiment falloir les faire jouer pour pouvoir faire face à cette situation. Alors, la mutualisation a été abordée ce matin. Il n'y a pas d'assurance sans mutualisation. La mutualisation, c'est le fait que des territoires moins exposés puissent contribuer à la prise en charge de la sinistralité de territoires plus exposés. La mutualisation, c'est également le fait que chaque acteur puisse prendre sa part de marché dans les zones à risque. Et ça, on l'a dit, si l'effort porte sur certains acteurs, on voit bien qu'ils n'y arriveront pas. Le ratio combiné sera déséquilibré. C'est le second point également, c'est l'équilibre technique. Il est fondamental, il n'y aura pas d'assurance à moyen et long terme si les sinistres ne sont pas compensés par des primes, qu'on soit au niveau des cédantes, donc des compagnies, ou au niveau du régime. Et puis enfin, ça a été dit, pour qu'il y ait assurance, il faut qu'il y ait aléa. Et là, on peut s'interroger sur certaines parties du territoire qui ne le seraient pas, donc des retraits à penser pour effectivement privilégier l'assurabilité du reste. On pense aux traits de côte notamment. Alors, quels sont les leviers pour faire face à un monde à 4 degrés ? Premier levier, c'est la tarification. Donc ça a été rappelé ce matin. Le régime, depuis plus de 40 ans, a fait ses preuves. Il a montré son efficacité, sa robustesse. Il y avait urgence à rééquilibrer son financement. Donc le passage en fait de 12 à 20 points, effectivement, acte le fait de cette accélération de la sinistralité des 10 dernières années. Nous notons effectivement que dans le rapport de Thierry Langreney, il est essentiel de mettre des clauses de revoyure et des mécanismes d'adaptation en fonction de la sinistralité observée. Donc ne pas attendre 25 ans avant de rééquilibrer les finances du régime. À noter également que l'assurabilité, c'est aussi une question de pouvoir d'achat. Il faut que l'offre d'assurance reste accessible aux Français, qu'elles soient entreprises ou particuliers. On a la chance en France d'avoir une assurance auto qui est obligatoire et une assurance habitation qui est quasi systématique. On a 97% de taux de pénétration de marché, ce qui est hyper important. Et ce qui a pour effet, effectivement, notre capacité à lever de la prime pour absorber ces chocs financiers générés par des événements. Donc ça, c'est une grande force. Juste à titre d'exemple, moi j'aime beaucoup ce chiffre, c'est que l'effort financier demandé aux Français du passage de 12 à 20% de surprime CatNat, c'est l'équivalent environ de 1 € par ménage et par mois. Autrement dit, à la fin de l'année, c'est le prix d'un paquet de cigarettes pour continuer de bénéficier d'un régime qui nous protège et qui est envié à l'étranger. Et puis enfin, il y a 2 choses essentielles. C'est la maîtrise des sinistres. Il est essentiel, et ça a été dit, on pensait au RGA tout à l'heure, de faire les choix de bonne réparation, notamment lorsque l'on a un sinistre sécheresse. Systématiser pour les gros sinistres des micropieux, ce n'est pas forcément une bonne solution pour l'avenir, surtout pour l'équilibre du régime. Et là, CCR, on le rappelle, édite un guide d'indemnisation qui recense ces bonnes pratiques. Et puis, dernier point, c'est la prévention. Ça a été un peu le parent pauvre jusqu'à présent, mais la prévention va avoir un rôle essentiel pour absorber une partie de cette sinistralité. Donc, si on résume, CCR est naturellement prête à accompagner le marché. On a aujourd'hui ses cartographies, ses expertises. Il est essentiel également d'encourager le marché à rester présent, que chaque acteur joue son rôle. CCR le jouera. Il faut que les compagnies restent présentes dans les zones à risque. Il faut également embarquer les assurés pour que cette culture du risque soit partagée et qu'ensemble, nous puissions effectivement faire face.
Merci beaucoup pour votre intervention. On va avoir déjà les premières réponses aux petits sondages qu'on avait notés, qui vous concernent d'ailleurs directement. Je rappelle bien la question qui était un Français sur 3 ignore ou semble ignorer l'existence d'un régime spécifique CatNat. Est-ce que vous êtes surpris par ce chiffre? On le découvre ensemble. Oui, 30%. Oui, je pensais que plus ignorer son existence, 19%, et non 52%. Peut-être, Monsieur Dumartinet, peut-être une première réaction, parce que vous êtes directement concerné, si j'ose dire. Non, c'est effectivement dans la droite ligne de ce que l'on perçoit, effectivement, en échangeant avec nos amis, nos collègues, bref, nous sommes impliqués en vie civile, donc on voit bien effectivement cette tendance. Pascal Chaplon, un mot? Je pense malheureusement ça vous conforte dans ce que vous devinez, j'imagine. Je ne sais pas si ça me conforte, mais oui, en tout cas, effectivement, vous n'êtes pas surpris. Il y a une urgence à essayer de communiquer sur ce dispositif qui est effectivement unique en Europe, ou presque unique en Europe. Néanmoins, l'éducation sera nécessaire. Et je pense que la connaissance du risque doit absolument être un impératif qu'on doit piloter dans les mois à venir, y compris auprès des élus, y compris auprès des collectivités, parce que là aussi, quand vous rencontrez un maire, il est bien content que vous veniez lui expliquer comment ça se passe dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Je pense que l'éducation, on parle beaucoup d'éducation financière avec France Assureur quand on parle d'épargne. Je pense qu'il y a une éducation au risque dommage et une connaissance du risque dommage qui sera importante aussi à porter dans les mois et années à venir. Michel Lepetit, pas surpris par ces chiffres. Non, mais je suis 100% d'accord avec ce que vous voulez dire. On a un sujet, l'assurance dommage, c'est pas si compliqué que ça. On devrait l'expliquer. Autant l'assurance vie, c'est incompréhensible. Franchement, à l'expliquer, l'assurance vie, déjà un financier d'un autre pays ne va pas comprendre comment ça fonctionne tellement c'est tordu. L'assurance dommage, c'est très simple, ça ressemble d'ailleurs d'un pays à l'autre. On a notre système des CatNat qui est un peu spécial, mais globalement, on devrait pouvoir expliquer qu'une très grosse partie des primes est là pour gérer les sinistres. Voilà, il n'y a pas de magie. Et c'est dommage qu'on ne fasse pas cette pédagogie pour expliquer, alors malheureusement qu'on va expliquer aux gens que maintenant la prime va inéluctablement augmenter. Ça, Mais je reviens quand même sur ce qui a été dit tout à l'heure. On a parmi les primes, enfin vous le savez bien, vous l'avez dit, on a parmi les primes les plus basses du monde. On a un système qui est hyper efficace, peut-être trop concurrentiel, qui a tiré les prix vers le bas. Il y a l'histoire des MSI dans les années 70 qui a joué son rôle là-dedans. On a cette croyance. Là, le sondage serait plutôt, est-ce que vous croyez que l'assurance MRH est obligatoire? Et vous faites le sondage, faites-le autour de vous. Évidemment, tout le monde pense qu'elle est obligatoire. Donc c'est une puissance du système incroyable. Il y a une mutualisation génialissime. Donc on a une base extraordinaire. On a cette compétence, ces données, ces modèles, ces ingénieurs, on a plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on fait tous ensemble maintenant pour vraiment faire la prévention? Merci. Vous pouvez continuer d'ailleurs à poser des questions. Je reviens vers vous, Monsieur Dumartinet, sur cette question de la tarification. Vous en avez parlé, il y a une question que pose une des personnes présentes ici. Face à l'augmentation des coûts engendrés par la multiplication des catastrophes naturelles, la tarification est-elle la principale réponse au maintien de l'assurabilité? La langue française, elle est riche. On peut dire, est-ce que c'est la réponse? Vous allez sans doute me répondre une des réponses, probablement. Comment vous réagissez à ça? C'est une question posée dans le public. Alors c'est effectivement l'une des réponses. C'est celle à laquelle on pense qu'il est la plus facile à mettre en œuvre, naturellement. Mais le vrai effort, c'est un effort de long terme. C'est comment rendre nos territoires résilients. C'est la prévention. Et on le voit, ce sont des questions qui sont compliquées. Il faut effectivement faire un effort d'imagination pour trouver des solutions plus pérennes, trouver des mécanismes plus fluides pour permettre aux assurés de mettre en œuvre ces systèmes de prévention. Il y a effectivement toute une communication à faire. L'avis en fait d'un sinistre, l'avis d'un contrat en MRH, ça se joue au niveau du sinistre. Comment être présent au bon moment, comment accompagner les assurés sinistrés, comment faire en sorte de limiter les dommages, comment les conseiller au mieux. Donc on voit bien que c'est toute une chaîne en fait d'acteurs. C'est la personne qui va concevoir le contrat, qui va le tarifer, c'est l'expert qui va intervenir, c'est le gestionnaire qui va prendre en ligne le sinistre et qui va conseiller directement l'assuré. Bref, c'est vraiment un travail très collectif. Merci. Puisque vous avez le micro, encore une question pour vous. CCR va-t-elle mettre ses cartographies à la disposition de tous? Pas d'interrogation. Vous allez sans doute me dire, mais on le fait déjà, non? Ça répond aussi à ce que disait M. Lepetit tout à l'heure. Nous avons effectivement déjà un site qui est ouvert à tous, qui s'appelle Espace Pro, dans lequel CCR met à disposition ses cartographies. Voilà, donc là, on travaille actuellement sur l'Observatoire de l'assurabilité. C'est un travail qui va être collectif. Nous avons effectivement plusieurs pistes que nous partagerons au marché. Merci de votre réponse précise.
Autre question, l'enjeu de décarbonisation des portefeuilles assurantiels est aussi au cœur des débats. Est-ce que c'est compatible avec l'adaptation aux enjeux climatiques? Peut-être, Monsieur Le Petit, vous pouvez prendre cette question. Bon, cela dit, je peux la poser à vous trois. Hein. Bon, allez-y, Monsieur Chaplon. Je crois que ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a un moment clé dans la vie d'un contrat, c'est le sinistre. Et au moment du sinistre, je pense qu'on peut faire des choses en matière de décarbonation. C'est important. De la même façon qu'aujourd'hui, on est amené à travailler avec nos clients sur de l'épargne. L'épargne doit aussi permettre d'aller chercher de la finance verte. Parce qu'on parle beaucoup de constats, mais à un moment donné, il faut parler de financement. Et quand on parle de financement, tout à l'heure, Thierry a monté un document important sur le volume de finances vertes qu'il faudra pouvoir mobiliser pour arriver à accompagner la décarbonation. Mais le moment du règlement de sinistre est déjà un moment clé sur lequel on doit pouvoir intervenir au moment de la décarbonation. C'est impératif, que ce soit en automobile ou en dommage. Alors justement, à propos d'automobile, une réflexion, un commentaire de la part d'une personne en public. Je cite, « Globalement, la prévention individuelle en auto et en santé n'a pas réussi à porter des fruits très massifs. Dans le domaine des risques climatiques, ne faudrait-il pas en tirer les leçons afin de comprendre comment vraiment changer les comportements ?» Monsieur Le Petit. On l'a dit tous, là, sur la partie normes et contrôle des normes, il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Donc faisons-le, soyons sérieux maintenant. Après, politiquement, il faut avoir le courage, il faut former sans doute des dizaines de milliers d'entreprises au sujet. Donc c'est pas simple, mais on sait qu'on ne peut pas continuer à... On peut dire autrement, enfin, mes amis shifters, là, ce qu'on constate, c'est que le dérèglement climatique va sans doute révéler des problèmes de qualité de notre bâti sur des centaines de milliers, voire des millions de bâtiments qu'on a construits depuis les années 70. Tout bâtiment qu'on aura bien construit, c'est quand même autant de carbone évité plus tard à essayer de le réparer. Ça me semble une évidence criante, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile à mettre en œuvre. Politiquement, il faut avoir du courage, il faut arrêter de dire tout ira mieux demain et puis soulever le tapis. On ne peut pas juste se contenter d'augmenter les prix. Il faut qu'on prenne des mesures maintenant assez draconiennes pour anticiper, faire des investissements, on revient sur le sujet de l'investissement, qui les porte comment? Faire des investissements qui vont avoir des rentabilités, entre guillemets, financières, le chiffre ne parle jamais de finance, mais des rentabilités évidentes. Voilà, évitons le sinistre. Voilà, je remarque que vous avez cité le mot courage 3 fois. Monsieur Chaplon, vous voulez dire un petit mot? Oui, simplement, quand on parle de construction, on peut prendre un exemple tout simple, c'est les matériaux biosourcés. Aujourd'hui, les matériaux biosourcés, quand vous allez voir le CSTB, ils vous disent « Oui, mais il me faut un recul de 10 ans pour arriver à donner un avis technique sérieux. » Mais on n'a plus le temps de ça. Il faut aujourd'hui qu'on accélère ces processus. Alors, en ce qui concerne notre fédération, nous nous sommes rapprochés, par exemple, d'un laboratoire d'analyse des matériaux biosourcés avec l'Université de La Rochelle pour essayer d'accélérer des processus de test sur un certain nombre de matériaux pour pouvoir contraindre les certifications, les homologations un peu plus vite que le recul habituel. Quand vous rencontrez l'agence qualité construction, on vous dit bah oui, mais moi j'analyse les sinistres dommages ouvrages des 10 dernières années pour vous donner un avis sur un matériau. Mais on n'a plus le temps de ça. Il faut aujourd'hui qu'on réforme cette approche, qu'on réforme cette réflexion. Et ce qu'on fera aujourd'hui en investissement dans le bâti sur des matériaux différents ou des matériaux d'origine biosourcée, ce sont des sinistres qu'on évitera dans le futur. Il faut aussi qu'on ait une mobilisation forte des différents acteurs. Ça a été évoqué tout à l'heure, quand on se rapproche de la Fédération du bâtiment, on est quand même encore un petit peu loin des problématiques et de l'urgence qui est nécessaire à prendre un grand nombre de décisions sur la construction actuellement en France. Au-delà de la mobilisation, il y a d'ailleurs une question, et ça fera une bonne transition, sur le phénomène justement RGA, retrait-gonflement d'argile. Quels sont les principaux leviers de mise en œuvre justement d'une filière RGA? Alors, pour nous, je pense qu'il y a plusieurs choses. Un, il y a la formation des experts. Quand on est face à un sinistre sécheresse, c'est complexe. Il faut que l'expert fasse le bon diagnostic. Derrière, c'est le deuxième point, il y a le mode de réparation. On l'a dit, on a trop tendance à mettre en place des micropieux. Il y a d'autres solutions, notamment horizontales, qui méritent en fait d'être explorées. Donc finalement, c'est un tout, c'est un diagnostic, ce sont des solutions à mettre en œuvre. Autre question, comment gérer... Oui, allez-y, monsieur Le Petit. Juste sur ce point. Il y a la France et on est un très grand pays. On est très bon et on a plein d'ingénieurs dans le bâtiment. En ingénierie, on a plein de boîtes d'ingénierie qui sont remarquables. Donc on a plein de compétences. Il se passe plein de choses dans tous les pays de l'OCDE. Il n'y a pas un pays où ça ne se passe pas en ce moment. Donc regardons ce qui se passe ailleurs. Bien sûr, d'abord les États-Unis. D'ailleurs, de toute façon, les États-Unis, ce n'est pas les États-Unis. Ils sont très désunis sur l'assurance, comme vous le savez. Donc regardons dans chacun des États qu'est-ce qu'ils proposent, comment ça se passe. Il y a des initiatives fédérales, mais globalement, c'est extrêmement intéressant. On devrait avoir un parangonnage
systématique. C'est pas une étude avec une mission intergouvernementale qui doit regarder le sujet, ce qui se passe ailleurs. Moi, je suis englouti de rapports, de documents, de travaux académiques sur ce sujet. Tous les jours, il se passe quelque chose. Donc regardons, et rien que sur le sujet du RGA, des bâtiments de la résilience, à mon avis, on pourrait quasiment créer une académie ou une nouvelle école d'ingénieurs sur le sujet, tellement c'est lourd. Donc soyons un peu lucides, regardons ce qui se passe ailleurs. Il y a plein d'initiatives dont on peut s'inspirer, franchement. Hein. Et je pense qu'on peut inspirer d'autres. Quand je reviens sur la grandeur de la France, on peut aussi aider d'autres pays qui ont moins de ressources que nous, qui sont moins compétents, parce qu'il n'y a pas toute l'ingénierie. On peut les aider à se renforcer, à s'adapter, à se prévenir. Donc c'est une opportunité aussi pour toutes les boîtes qui sont dans notre pays, qui veulent accompagner ce mouvement-là. Bon, opportunité. Autre question. Est-ce qu'on peut vraiment gérer l'inflation des sinistres, qui eux-mêmes peuvent mettre parfois une dizaine d'années à se régler? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement prendre cette question qui n'est pas commode? Sur l'inflation, effectivement, quand on est sur un sinistre qui va se régler sur plus de 10 ans, donc le RGA notamment, compliqué d'avoir une trajectoire. Il y a plusieurs choses que nous suivons. Il y a l'inflation, effectivement, des matériaux, des indices de la FFB. Il y a le mode de réparation, donc en fonction du poids entre les petits sinistres et les gros sinistres en RGA, donc tout ce qui est agrafage ou micropieux. Si nous avons des effets en fait législatifs qui viennent modifier la façon de réparer, naturellement, ça aura un impact. Et puis, on l'a dit, effectivement, sur les modes de réparation, trouver des solutions nouvelles, moins chères, mais tout aussi résilientes. Comment oui, vous voulez... Un point sur l'inflation, parce qu'on va le regarder. On va faire un observatoire de l'inflation des prix de l'assurance dommages dans le monde, en regardant quelques pays. Si vous regardez la polémique actuelle aux États-Unis, c'est assez fascinant parce qu'on a le même sujet avec Eurostat sur nos indices des prix européens. Donc le Shift a enclenché une discussion avec l'INSEE sur ce sujet. Aux États-Unis, vous verrez qu'on peut avoir le débat, est-ce que je regarde juste l'augmentation de la prime ou est-ce que je regarde l'augmentation de la prime et les sinistres qui ont été réglés? Donc quand tout monte, finalement, quand tout monte en parallèle, vous avez l'impression qu'il n'y a pas trop d'inflation des prix. Évidemment, vous êtes un Américain qui n'a pas de sinistre et qui voit juste son inflation des prix qui est de l'ordre de 10 à 20%, vous dites qu'est-ce que c'est que cet indice des prix? Je pense qu'on est qu'au tout début parce que on parle de prix qui sont petits, évidemment, on parle de 1 à 2% du pouvoir d'achat des ménages américains ou français d'ailleurs. Donc c'est pas encore trop gros, mais le sujet va s'installer, il risque d'être récurrent. Comment on se prépare aussi à cette dimension-là, d'expliquer aux gens pourquoi il y a une telle inflation. Bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que le 20%, on part de tellement bas en France que pour l'instant, c'est pas un sujet politiquement très très sensible. Alors, Monsieur Chaplon, justement sur ce point, et en même temps, je vous pose la dernière question, parce que je surveille aussi l'horloge, c'est également mon rôle. Comment les agents peuvent accompagner les assurés en matière de prévention? Alors, peut-être, allez-y. Simplement sur l'inflation. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être qu'aussi on redevienne à des choses un peu plus réalistes. Est-ce que c'est normal, dans une prime d'assurance habitation, par exemple, qu'on veuille prendre en charge le miroir de la salle de bain, qu'on veuille prendre en charge la vitre de l'insert? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas concentrer notre prime à l'essentiel des risques majeurs qui sont couverts par un contrat d'assurance habitation? Est-ce que c'est mon rôle aujourd'hui de garantir le salon de jardin qui s'envole? J'en suis pas sûr. Et là, je crois qu'il faut qu'à un moment donné, intellectuellement, on accepte de remettre en cause aussi ce qu'on met derrière une prime d'assurance et la réalité du risque que l'on veut couvrir. Au même titre qu'il faudra réfléchir sur les franchises, évidemment. Mais encore une fois, je crois qu'on est face à une période un peu difficile. Il va falloir trouver des solutions qui risquent d'être difficiles, mais il faudra les porter conjointement. Juste sur ce point, parce que vous avez évoqué tout à l'heure les PME. Ça sera la conclusion quasiment. Ouais, donc c'est ma conclusion. Moi, ça sera le sujet des PME-TPE. Donc ça a été dit par Antoine Peillon. Hein. On a l'assuré, l'assurable et l'inassurable. Et là, je pense vraiment à la perte d'exploitation du côté des pros et des TPE. Qu'est-ce qui va se passer sur la perte d'exploitation dont on sait très bien que maintenant, à cause de la dimension systémique du risque climatique, l'entreprise s'arrête alors qu'elle n'est pas touchée directement, donc elle n'est pas assurée. Donc là, on ne va pas demander aux assureurs, mais la question c'est qu'est-ce que collectivement on fait pour qu'un tissu économique soit pas totalement dans le désarroi quand il y en a un événement qui fera, comme au Brésil, là, au sud du Brésil, où vous avez une région entière qui est sinistrée et tout le tissu d'entreprise est touché. Qu'est-ce qu'on fera nous, collectivement, et comment on se prépare à ça? Les agents généraux, et on a parlé des experts aussi, ça c'est bien. Je ne sais pas si les experts sont invités aujourd'hui, mais les experts, on a des milliers d'experts, d'ingénieurs qui voient ces sujets-là, qui peuvent accompagner aussi, comme les agents généraux, quand ce maillage territorial, c'est extrêmement important. Pascal Chaplon, et puis peut-être par rapport à votre sujet de la perte d'exploitation, on a parlé tout à l'heure de l'eau. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent de l'eau dans leur process. Quand il n'y aura plus d'eau, comment on fait? Est-ce que c'est une perte d'exploitation assurable? La question est à se poser. Concernant la prévention, effectivement, les agents généraux ont une connaissance du terrain, de la proximité, de leurs clients, de la nature des risques qu'ils assurent. Je pense que ce sont ceux qui sont au plus proches
pour porter cette connaissance du risque et faire prendre conscience à nos assurés du risque qu'ils encourent. Il y a forcément une solution assurantielle. Mais encore faut-il bien la définir. Et l'agent général, aujourd'hui, c'est celui qui, en proximité, pourra être amené à accompagner son client sur le choix. J'ai rien à vendre, je vous confirme. Merci beaucoup. Peut-être un tout dernier mot, ça sera la fin de cette première table ronde de la journée, Monsieur Dumartinet. Donc le dernier mot, effectivement, c'est la culture du risque. Culture du risque partagée par tous les acteurs. Donc de la réassurance aux cédantes, en passant naturellement par les assurés, les collectivités locales, publiques et les experts. Voilà, effectivement, les collectivités locales, peut-être on en reparlera un petit peu plus tard dans la journée. Effectivement, il y a un peu moins d'élus que prévu, effectivement, ici avec nous, on le comprend très bien. Merci en tout cas à tous les trois, c'était passionnant.